Bonjour et bienvenue dans Parcoursup le Mag, l'émission qui te permet de faire le bon choix jusqu'à la dernière minute. Et aujourd'hui, on te propose un numéro un petit peu spécial pour parler à la fois de la reconnaissance des écoles et des diplômes avec la FESIC, la Fédération des établissements d'enseignement supérieur d'intérêt collectif. Alors, tu as dû voir passer sur Parcoursup et sur le site des écoles pas mal de logos, de labels et de qualifications. Mais comment s'y repérer? Comment faire le bon choix et prendre la bonne décision? Et quels sont les labels à prendre en compte? Eh bien, on va en parler dans ce nouveau numéro de Parcoursup le Mag pour s'y retrouver parmi les classements, les labels et les reconnaissances de l'État. Avec vous, Aurélie Matignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable communication de la FESIC. Alors au programme de ce numéro de Parcoursup le Mag, eh bien, on va découvrir la FESIC en 2 SPI. Place ensuite à une présentation des critères de reconnaissance officielle des établissements et des diplômes en France. Et puis place aussi aux conseils et aux questions à se poser pour faire le bon choix d'orientation dans l'enseignement supérieur. Et puis on terminera avec notre traditionnelle rubrique C'est carré. Mais sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet avec notre rubrique en 2 SPI. Alors pour cette rubrique en 2 SPI, Aurélie, vous avez 1 minute, pas 1 seconde de plus pour présenter votre fédération. Est-ce que vous êtes prête? Prête. Eh bien, c'est à vous, c'est parti. Donc, la FESIC, c'est une fédération de 27 grandes écoles d'enseignement supérieur, écoles de management, sciences humaines et sociales, écoles d'ingénieurs. Aujourd'hui, la FESIC, on compte à peu près 70 000 étudiants qui sont regroupés dans 80 campus en France et dans le monde. Donc, toutes les écoles de la FESIC, bien évidemment, sont en contrat avec l'État. Elles sont qualifiées ESPIG. ESPIG, ça signifie en fait que, au même titre qu'un établissement public, les écoles de la FESIC sont en contrat donc avec l'État et répondent à des missions de service public de l'enseignement supérieur. Les écoles de la FESIC, donc depuis plus de 50 ans, se retrouvent autour de valeurs fortes qui sont l'engagement au service de tous, de traditions humanistes et d'enseignement de qualité. Au niveau de la fédération, pour répondre à cet engagement-là, on est en lien étroit avec les pouvoirs publics pour faire en sorte que la prise en compte des jeunes soit vraiment réelle, parce que, on le sait, la société de demain, elle se fait par les jeunes qui sont dans les écoles aujourd'hui. Donc on s'investit pour ça. Et bien voilà, on est pile dans les délais pour 7 minutes. Alors maintenant, si tu veux savoir quels sont les critères pour savoir si ta future école et ton diplôme sont vraiment reconnus par l'État, eh bien, on va avoir la réponse maintenant. Alors on va faire 2 focus, d'abord un focus sur les établissements et les reconnaissances des établissements avant d'avoir un focus sur les diplômes. Comment savoir d'abord si un établissement est reconnu par l'État ? Alors effectivement, c'est pas forcément évident de s'y retrouver. La première des choses, effectivement, c'est de regarder si l'établissement est reconnu par l'État. Donc le premier niveau, on parle de reconnaissance. C'est, on va dire, une première démarche où les établissements sont enregistrés auprès du ministère, ils sont reconnus. Ensuite, on a la qualification. Donc à ce titre-là, les établissements peuvent délivrer un diplôme de licence, de master ou un titre d'ingénieur par exemple. Et après, on va dire un petit peu, en tout cas pour les écoles privées, la cerise sur le gâteau serait la fameuse qualification ESPIG. Alors cette qualification ESPIG, elle date de la loi Fioraso de 2015. En résumé, ce sont des écoles privées à but non lucratif qui s'engagent dans des missions de service public. Donc il y a différentes étapes de validation par différents organismes rattachés au ministère. Donc c'est vraiment le gage de qualité et de sérieux d'une école. Les principales choses à retenir d'un ESPIG, c'est la qualité bien évidemment pédagogique de l'enseignement, la visée non lucrative des établissements et les missions de service public. Et alors combien d'écoles en France ont cette qualification d'ESPIG ? Alors pour l'instant il n'y en a pas beaucoup, il y en a 65, il y a quelques nouvelles écoles qui arrivent petit à petit et ce qu'il faut savoir aussi c'est que c'est limité dans le temps et c'est contrôlé, donc c'est vraiment un vrai gage d'excellence et de sérieux. Et alors au sein des écoles de la FESIC, il y a une notion qui est très importante, c'est la non-lucrativité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement une école non lucrative ? Alors en fait une école non lucrative tout simplement ça veut dire que 100% des frais de scolarité qui sont payés par l'étudiant ou sa famille sont réinjectés directement dans le système éducatif pour trouver du bon matériel, payer les profs, permettre un enseignement de qualité pour les jeunes. Pour schématiser, en fait, il n'y a pas d'actionnaire derrière qui va prendre une partie des frais de scolarité. Donc c'est vraiment un engagement à 100% pour la qualité de l'enseignement.
Et alors souvent, les grandes écoles, elles appartiennent à une conférence ou à une fédération. À quoi ça correspond concrètement? Alors effectivement, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant à regarder au niveau des écoles, au-delà de la reconnaissance. Beaucoup d'écoles sont affiliées à des fédérations. Dans la plus connue, en tout cas au niveau des écoles, des grandes écoles, on a la CGE, la Conférence des grandes écoles, qui regroupe 230 écoles, qu'elles soient privées ou publiques, et qui sont vraiment, pour entrer à la CGE, il faut répondre à un certain nombre de critères, et puis bien évidemment la FESIC pour laquelle je travaille, qui est une fédération qui représente les ESPIG, les écoles privées à but non lucratif. Alors on a parlé de la reconnaissance des établissements, mais il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est la reconnaissance des diplômes. Et alors sur Parcoursup, on a pu voir beaucoup de logos qui vont apparaître au fur et à mesure à l'écran. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu à quoi correspondent ces logos? Il y a d'abord les logos de diplôme national, c'est ça? Oui, en fait, alors du coup j'ai repris un petit peu ces fameux diplômes que l'on peut voir sur Parcoursup. Le ministère a créé ces labels pour aider à s'y retrouver, parce qu'il y a vraiment beaucoup de formations. Parcoursup, c'est plus de 17 000 formations. C'est compliqué de s'y retrouver, donc c'est bien d'avoir quelques repères. Effectivement, le premier, ce sont les rouges, le diplôme national. Donc le diplôme national, c'est, on va dire, le trio LMD, licence, master, doctorat, qui sont attribués et qui sont délivrés par les universités. Et ensuite, les diplômes qui sont contrôlés par l'État. Qu'est-ce qu'un diplôme contrôlé par l'État? Alors, un diplôme contrôlé par l'État, ça va par exemple être un BTS ou un DUT, maintenant qu'on appelle les BUT, les bachelors. Donc, ce sont là encore des diplômes qui sont reconnus pour des écoles privées ou publiques et qui sont estampillés par l'État. Et puis il y a la notion de grade aussi, c'est-à-dire qu'on peut avoir le grade de licence ou le grade de master sans être un diplôme national de licence ou un diplôme national de master. Voilà, c'est ça. Vu que les diplômes nationaux sont délivrés par les universités, des écoles publiques ou privées peuvent délivrer le grade. Donc c'est vraiment une très bonne reconnaissance avec différents critères. C'est limité dans le temps. Donc c'est un critère très exigeant, notamment au niveau de la recherche, de la qualité de l'enseignement et de l'international. Et puis il y a des visas, on parle de diplôme visé. Qu'est-ce que c'est un diplôme visé? Quelle différence avec les autres types de reconnaissance? Alors le visa, en fait, c'est un équivalent d'un niveau. Donc ça peut être du niveau Bac+3 au Bac+5. Donc vous n'avez pas forcément le grade licence ou master, mais c'est un équivalent de niveau qui est quand même très intéressant parce qu'il vous permet de poursuivre des études. Et alors le dernier titre, c'est le titre d'ingénieur. À quoi ça correspond? Oui, alors c'est vrai qu'on l'a mis un petit peu à part, c'est vraiment spécifique, le titre d'ingénieur. Donc il faut savoir que c'est un titre qui est protégé, le nom d'ingénieur est protégé. Donc n'importe quelle école ne peut pas dire qu'elle forme un diplôme d'ingénieur. Donc là encore, vous avez le petit logo jaune et le label aussi de la CTI. Donc il n'y a que la CTI, la conférence des titres d'ingénieur, qui peut délivrer un diplôme d'ingénieur. Et on parle souvent aussi de titre RNCP, ça correspond à quoi? Alors ça c'est autre chose. En fait, le titre RNCP, donc déjà il n'est pas délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur, mais par le ministère du Travail. Donc c'est pas un diplôme, c'est un titre, une qualification qui reconnaît un certain nombre de compétences qui peut permettre une insertion professionnelle ou une revalorisation professionnelle dans son métier, mais ce n'est pas un diplôme en tant que tel. Même s'il y a différents niveaux, vous ne pourrez pas forcément poursuivre des études si vous avez un titre RNCP de niveau Bac+2, vu que ce n'est pas un diplôme. Pour poursuivre, ça peut être un peu compliqué avec des passerelles. Donc c'est important d'être vigilant. Et juste une chose concernant ces labels, etc. Bien souvent, c'est l'établissement qui peut être reconnu et chaque label est attribué à un diplôme. Donc une école peut avoir par exemple un grade master, peut avoir aussi un titre RNCP dans la même école. Donc il faut vraiment être vigilant sur la fiche de chaque diplôme qui correspond à ce que l'on souhaite faire. Et alors, on voit aussi les accréditations internationales. Est-ce que c'est important en France? Oui, effectivement, c'est encore un autre élément à prendre en compte. On a pas mal d'accréditations internationales pour les écoles de commerce, parce qu'il y a quand même une forte concurrence. Donc, parmi les trois plus connus, on a la SCB, la MBA et les QUIS.
qui sont des accréditations qui sont longues, qui prennent du temps, qui sont un véritable engagement de la part des écoles et qui ne sont pas forcément reconductibles, donc ça demande un vrai travail. Certaines écoles ont ces 3 qualifications, ce qu'on appelle les écoles qui ont la triple couronne. C'est assez rare dans le monde, il n'y en a qu'1%, et l'ensemble des écoles de commerce de la FESIC ont cette triple accréditation, donc on en est très fiers. Et il y a également un label pour les écoles d'ingénieurs au niveau européen qui s'appelle EURACE et qui est aussi un gage de qualité qui est reconnu par les entreprises en France et en Europe. Et alors dans les médias, on trouve de nombreux classements. Comment ils vont être réalisés? Est-ce qu'ils sont fiables, ces classements? Alors là encore, c'est d'autres éléments. On peut picorer différentes choses pour faire le choix de son école. Il y a différents médias donc au niveau international qui font des classements, le classement de Shanghai, le Financial Times, etc., qui sont souvent très ciblés sur les écoles de management. Et en France, on a des grands médias, Le Figaro, L'Étudiant, Studirama, Challenge, etc., qui font de nombreux classements. Ce qui peut être intéressant, c'est que certains d'entre eux proposent des algorithmes, ce qui permet à chacun de faire ses propres tris en fonction du salaire, de l'insertion professionnelle, des cours, etc. Donc voilà, c'est encore un indicateur qui peut être intéressant et on remarque que dans tous ces classements, c'est souvent les mêmes écoles qui ressortent dans le top 20, donc c'est plutôt bon signe. Et alors d'autres classements ou d'autres indicateurs plus qualitatifs du point de vue de l'expérience étudiante existent aussi, hein? Oui, alors à prendre en compte aussi, certaines écoles sont vraiment plus engagées que les classements, les labels les plus reconnus sur la prise en compte de l'expérience étudiant et la satisfaction des étudiants. On a par exemple le label Happy at School, mais il y en a d'autres. On a aussi certaines écoles qui s'engagent véritablement dans une démarche de développement durable et de RSE au-delà d'une notion d'affichage avec le label DDRSE. Donc ça, c'est des éléments, en regardant un peu sur les sites des écoles, qui peuvent donner une idée de l'implication concrète des écoles. Alors maintenant qu'on a décrypté les différents types de reconnaissance par l'État, est-ce qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte dans le choix de son école? Alors, il y a plein de choses à prendre en compte en fonction aussi de son parcours, bien évidemment, la pédagogie, l'expérience étudiant, regarder si les cours sont en présentiel, en ligne, regarder s'il y a des profs permanents dans les écoles qui peuvent vous accueillir parce qu'ils ont une permanence, un bureau en permanence sur le site de l'école, regarder les équipements, s'il y a des labos accessibles, éventuellement à toute heure, ce qui est quand même un plus pour les étudiants. Ce qui peut être intéressant aussi de regarder, bien évidemment, c'est le lien avec les entreprises, le réseau des anciens, s'il y a un réseau d'alumni qui est constitué, s'il peut aider les étudiants à trouver un job, etc. Et puis voir aussi quels peuvent être les petits plus de l'école, les aides financières, logistiques, l'hébergement, etc. Et alors au niveau du financement des études, comment peut-on se faire aider quand on entre comme ça dans le monde étudiant? Alors effectivement, c'est pas à prendre à la légère cette question du financement quand on rentre dans l'enseignement supérieur. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. La première des choses, c'est de constituer son dossier social étudiant sur le site du Crous. Généralement, ça se passe entre janvier et mai. Et donc, vous avez différents outils de simulation pour calculer vos aides. La première des choses, ce sont les bourses d'État qui sont délivrées en fonction de différents critères économiques de la famille. Vous pouvez aussi avoir des bourses au mérite. Il y a également des aides au logement avec la possibilité d'avoir des organismes qui sont cautions pour vous, par exemple, ou des aides notamment pour les alternants qui peuvent vous permettre de prendre une partie de vos loyers. Et puis vous avez le prêt étudiant. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui a vocation à se développer, notamment là avec le plan jeune. L'idée, c'est si vous avez moins de 28 ans, vous pouvez souscrire un prêt qui est garanti par l'État. Vous n'avez pas besoin d'avoir de garant, un membre de la famille ou peu importe, jusqu'à 20 000 euros. Vous pouvez emprunter jusqu'à 20 000 euros et c'est remboursable entre 2 et 10 ans. Donc ça peut être un vrai pari sur l'avenir, d'autant si vous faites une école qui est vraiment qualifiée et reconnue. À la sortie, vous aurez un salaire très raisonnable, ce qui vous permettra de rembourser votre emprunt sans trop de difficultés. Et puis il y a d'autres pistes aussi pour financer ses études, l'alternance, les stages, les jobs étudiants. Comment on fait pour s'y prendre quand on débute ses études ? Il y a pas mal d'éléments possibles. Le gouvernement aussi, dans le cadre du plan de relance et de Un jeune, une solution, vient de mettre en ligne
le service La Boussole. Donc avec ce service, que vous soyez étudiant, jeune, alternant, vous pouvez calculer différentes aides. Donc c'est vraiment un site intéressant. Et puis voilà, d'autres solutions sont possibles. Donc l'alternance, les stages. Par exemple, si vous faites un cursus ingénieur en 5 ans, vous aurez beaucoup de stages. L'avantage, là encore, c'est quand vous faites une école d'ingénieurs qui sont quand même bien reconnues, vous pouvez négocier des indemnités un peu plus, on va dire, que les indemnités légales. Vous avez la possibilité de faire de l'alternance, donc pour permettre de financer ces études. Et il y a aussi la possibilité de travailler avec des juniors entreprises. Qu'est-ce que c'est une junior entreprise ? Alors une junior entreprise, ça a été lancé il y a des années par l'ESSEC en France. L'idée en fait c'est au même titre qu'une entreprise de consulting, des étudiants travaillent ensemble ou en solo pour une entreprise sur une commande. Donc pour ce travail-là, ils sont payés. Donc soit c'est la junior entreprise, soit à titre individuel. Donc là c'est tout gagnant. C'est à la fois des finances pour l'étudiant et aussi une expérience professionnelle et le développement de son réseau. Les écoles de la FESIC, dans le cadre de leur mission de service public, s'engagent vraiment pour la possibilité de chacun de faire des études. Donc il y a beaucoup de bourses qui sont proposées, des bourses au mérite, des bourses d'excellence, des prêts à taux zéro où l'école peut s'engager. Il y a aussi beaucoup d'écoles qui sont affiliées à des fondations qui peuvent aider des étudiants en difficulté financière, que ce soit ponctuel ou pas. Donc voilà, c'est intéressant aussi d'aller regarder les fondations ou les aides que peuvent proposer les écoles, et en tout cas à la FESIC, elles sont vraiment nombreuses. Bien voilà, plein d'opportunités. On arrive à la fin de cette émission. Avant de nous quitter, place à notre rubrique C'est carré. Alors pour cette rubrique C'est carré, quel est le dernier message que vous auriez envie de transmettre aux jeunes qui nous regardent ? Peut-être en quelques mots, pour faire un choix éclairé dans son orientation, je pense que le plus important, c'est d'être en contact avec l'école ou les écoles qui vous intéressent, d'échanger avec les profs, avec les étudiants, d'aller sur place, de participer à des journées portes ouvertes ou des IJPO, vu les situations sanitaires actuelles, d'être en phase aussi avec les valeurs qui sont portées par l'école, la pédagogie. La question de géographie et les aspects économiques sont aussi importants à prendre en compte. Après, je pense que si vous êtes motivé et prêt à travailler, l'enseignement sup est là pour vous. Donc ne vous freinez pas, allez-y. Et les écoles de la FESIC, en tout cas, sont là pour vous accueillir. Eh bien, merci beaucoup Aurélie Matignon d'être venue sur le plateau de Parcoursup le Mag. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Si vous reste des questions, si vous avez envie d'en savoir plus aussi sur la FESIC, rendez-vous sur le site internet fesic.org. À très bientôt sur les réseaux sociaux.